Bonjour à tous. On va simplement prendre quelques minutes avant de rentrer dans le vif du sujet. Laisser à tout le monde le temps de se connecter, de nous confirmer aussi sur l'onglet chat que vous nous entendez bien, que vous voyez bien le support, que les caméras fonctionnent bien. Voilà, donc soyez les bienvenus si quelques-uns peuvent simplement nous confirmer que ça fonctionne bien au niveau de la technique. Ah, super. Bonjour Virginie, merci pour votre confirmation. Top. Bonjour à tous. On t'entend bien, Lise, en ce qui me concerne. Bon. C'est super. En attendant d'accueillir tout le monde, je vous propose simplement, pour qu'on arrive à bien cibler qui est en face de nous, quelles sont vos attentes, de répondre à deux petites questions de sondage. Voilà. Donc en attendant, on va commencer d'ici une minute. Voilà. Publier le sondage. Hop. Donc, avez-vous déjà répondu à un marché public? Et si oui, à quelle fréquence? Jamais répondu, répondu de manière très occasionnelle ou de manière plutôt régulière. J'espère que le sondage s'affiche bien. Hop. Parfait. Et aussi une deuxième question. Plus sur vos attentes, voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit à ce webinaire? Est-ce que vous avez du mal à remplir les documents d'un marché, de plusieurs marchés de manière générale ou d'un marché en particulier? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour réduire vos coûts ou est-ce que c'est vraiment en lien avec le contexte actuel? Voilà, le contexte de hausse des prix, de pénurie, de difficultés d'approvisionnement. Voilà, on vous remercie pour vos réponses qui vont nous aider à en savoir un petit peu plus sur vous. Donc voilà, on voit qu'il y a 75% des répondants qui n'ont jamais répondu à un marché public. C'est super. Merci pour votre curiosité. Plusieurs personnes qui ont du mal à remplir les documents, qui ont besoin d'aide pour réduire leurs coûts. N'hésitez pas à continuer à répondre. On va peut-être commencer. C'est parfait, on va commencer. Bienvenue à tous sur ce webinaire intitulé « Prix et marché public, faire la meilleure offre ». Donc un titre un petit peu ambitieux, on essaiera d'être à la hauteur. Donc voilà, un webinaire organisé par la Chambre de métiers de Région Grand Est dans le cadre du réseau commande publique Grand Est et animé par Tiffany Magnier du cabinet de conseil Tima Consulting. Elle aura l'occasion de se présenter juste après. Je me permets simplement de dire deux mots sur qui je suis. Donc voilà, moi je suis Lise Pesta, conseillère référente pour les entreprises artisanales et les acheteurs publics du Grand Est sur la thématique des marchés publics. Et je suis aujourd'hui accompagnée également de Cécilia Kiefer, qui exerce les mêmes fonctions que moi sur le territoire de l'Alsace. Bonjour à tous. Voilà. Et donc aujourd'hui, on sera en support logistique, on répondra à vos questions sur le chat. On s'assurera que voilà, tout se passe bien, on relaiera vos questions auprès de Tiffany qui va se présenter et qui gérera pour aujourd'hui l'apport de contenu théorique. Donc voilà, Tiffany se concentrera sur la présentation et nous on fera le lien avec les personnes qui seront connectées pour vous écouter Tiffany. Si ça vous va, je vous laisse la parole, Tiffany. Je coupe D'accord. ma caméra et je vous laisse la main. Ok, Lise, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais démarrer du coup, partager mon écran. Hop. Partager l'écran. Tac. Voilà. Et le webinaire. Est-ce que tout le monde, on voit bien? C'est bon? Oui, alors vous pouvez basculer peut-être en plein écran. Voilà, c'est parfait. Ça y est? Ok, très bien. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Tiffany Magnier. Je suis acheteuse négociatrice depuis 15 ans, donc dans le secteur public principalement, mais j'ai aussi fait un peu de secteur privé, principalement également dans le secteur de la défense, aéronautique et dans le nucléaire.
Aujourd'hui, je crée donc Tima Consulting où j'accompagne vraiment les entreprises, donc les petites entreprises, à justement répondre ou mieux répondre aux appels d'offres des marchés publics. Alors, donc rapidement, le déroulement du webinaire. Donc en introduction, je vais vous rappeler les différentes formes de marchés publics qui existent. En second, on verra en fait la construction d'une offre financière avec des rappels de notions et notamment de notions de juste prix. Comment bien compléter une offre financière. Donc, on abordera les termes barbares de BPU, DQE, CDPGF, voilà. Et enfin, un petit focus vraiment donc, dans le contexte inflationniste, et donc on est quand même en plein dedans, des leviers d'optimisation et les points de vigilance qu'il faut avoir. Voilà. N'hésitez pas, du coup, alors moi je ne vois pas quand vous posez les questions, mais Lise le voit, donc Lise m'interrompra. Mais n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Hein, voilà. Moi je déroule, mais interrompez-moi, il n'y a pas de souci. Alors, donc en introduction, les différentes formes de marché. Donc je vous ai mis en fait ça sous forme de tableau, très synthétique. Alors, rapidement, donc le marché le plus couramment utilisé, on va dire, donc on appelle ça un marché global. Donc là, tout est prévu et cadré, les prix sont forfaitaires, voilà. Donc le marché inclut vraiment l'ensemble de la prestation. C'est un marché auquel on peut faire un parallèle avec des marchés privés. Voilà, vous avez un client qui vous passe une commande. Typiquement, donc c'est ça. Donc on est par exemple sur de la fourniture, sur aussi de la formation professionnelle. Ça peut être de la rénovation d'un local. Ça peut être vraiment très très large. D'accord? Donc c'est le plus simple. Ensuite, vous avez les marchés à bon de commande. Donc les marchés à bon de commande, ça c'est quand l'acheteur en fait a une incertitude au niveau des quantités qui vont être passées. Donc, le marché à bon de commande, il définit le cadre dans lequel les bons de commande vont être passés, donc les prix, les délais, voilà, toutes les autres clauses contractuelles. Il y a bien sûr un seul titulaire, d'accord, et donc une durée maximum de 4 ans. Là, on va retrouver souvent des marchés de fourniture. Alors, je vous ai mis dans les exemples, voilà, une fourniture, ça peut être de la visserie, des outillages spécifiques, ça peut être aussi des prestations de traduction. Voilà, donc à chaque fois que l'acheteur aura un besoin, il va venir vous passer un bon de commande dans le cadre justement des conditions qui avaient été fixées. Ensuite, vous avez donc les marchés à tranches. Donc des marchés à tranches, c'est quand l'acheteur, en fait, là, il a un besoin, mais il a une incertitude financière ou technique. Donc le marché à tranches, il va être découpé avec une notion un peu de durée. Donc vous allez avoir une tranche ferme et ensuite une ou plusieurs tranches optionnelles. Donc là, on va retrouver typiquement des types de marchés de type maintenance, par exemple. Voilà, la première année est ferme. Et ensuite, l'acheteur, en fonction du besoin et ou des finances et ou aussi comment sera déroulée cette première année de maintenance de prestations ferme, il va vous lever les tranches optionnelles. D'accord ? Également, on peut retrouver ça dans les marchés de développement d'un prototype. Donc là, on va sur la tranche ferme. Et ensuite, il passera sur l'aspect fabrication d'une première série sur une tranche optionnelle. Voilà. Ensuite, on a les marchés à lotis. Alors là, on va retrouver ça principalement dans les marchés de travaux, mais pas que, j'insiste, hein, pas que. Les marchés à lotis, alors ils ont été quand même mis en place pour favoriser l'accès des petites structures au marché public. Hein. Donc, l'entreprise peut se soumissionner à un lot ou plusieurs lots, d'accord ? Et il y aura bien, en fait, plusieurs marchés qui vont être passés, donc un marché par lot. Exemple, ça peut être voilà, la construction d'une crèche, mais ça peut être aussi, j'ai vu récemment, donc, de la fourniture de pays, donc des équipements de protection individuelle. Voilà. Ensuite, nous avons donc les accords cadres. Donc c'est un terme que vous avez certainement entendu parler aussi. Donc là, en fait, l'acheteur a une incertitude du besoin, de la fréquence et du montant. Donc là, ça commence à faire beaucoup. En fait, l'accord cadre, c'est vraiment en fait le cadre qui va fixer les caractéristiques de votre future relation avec l'acheteur public. Donc les délais, des quantités, des prix plafonds éventuellement. D'accord ? Et en fait, dans ce cadre qui a été fixé, l'acheteur, quand il aura un besoin,
va remettre en concurrence les titulaires, parce que l'accord cadre peut être mono ou multi-attributaire, hein, et donc il va mettre en concurrence à l'intérieur de ce cadre les 3, 4 titulaires de l'accord cadre. Et donc effectivement, vous allez être obligé de répondre, hein, d'accord? Donc là, on attend une réactivité quand même de l'entreprise. Mais disons que voilà, c'est vraiment une sorte de présélection à une consultation. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous, et souvent c'est des accords qui s'inscrivent dans la durée. Il y a rarement d'accords cadres qui sont inférieurs à 6 mois ou 1 an. C'est plutôt des accords qui sont sur la durée. Voilà, j'espère avoir été claire sur les principaux types de marchés. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on va passer donc à la construction de l'offre financière. Alors, la notion en fait du juste prix, alors d'une manière globale, hein, mais on va peut-être juste avant de commencer, un petit rappel au niveau de la terminologie. Attention à ne pas confondre le prix et le coût. Le coût, en fait, ce sont bien vos charges directes, plus vos charges indirectes, plus des aléas qui vont être liés à l'exécution du marché. Voilà, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, vous avez des coûts supplémentaires, voilà, ça arrive. La marge, c'est en fait votre bénéfice, plus la part de la provision qui n'a pas été consommée par les aléas qu'on vient de voir juste au-dessus. Et donc, le prix que vous allez remettre quand vous allez faire une offre financière, hein, dans le cadre d'un appel d'offres, ça va bien prendre en compte le coût plus la marge. Alors, je vous dis ça parce que la notion de juste prix, elle est très subjective déjà, hein, parce qu'elle peut vraiment varier en fonction des entreprises. Mais la notion de juste prix, elle doit refléter vraiment le rapport qualité-prix qui est attendu par l'acheteur. Et elle peut varier et elle doit tenir compte de l'importance du contexte, donc du secteur sur lequel vous êtes. Est-ce que c'est un secteur extrêmement concurrentiel ou pas, ou est-ce que vous êtes un fournisseur monosource, en fonction de l'équilibre aussi de l'offre et la demande. Il peut varier en fonction de la conjoncture. Est-ce qu'on est dans une conjoncture inflationniste ou pas? Donc là, en l'occurrence, en ce moment, oui. Et effectivement aussi de la structure de l'entreprise. La notion de juste prix pour une TPE de 12 personnes ne va pas du tout être la même que pour une entreprise de plus de 5000 personnes. On est d'accord. Voilà. Donc cette notion de juste prix, ce qui est très important, c'est qu'elle doit permettre à l'entreprise de vous positionner sur des appels d'offres, mais de ne pas vous mettre en danger. D'où ce petit rappel que j'ai fait juste avant de prix qui prend bien en compte le coût plus la marge. Et donc, tout ça, pour pouvoir offrir un juste prix sans vous mettre en danger, il est très important pour vous en fait, de bien maîtriser votre structure de coût. Comment vous construisez votre coût. Donc là, je vais vous donner en fait un exemple de structure de coût basique. Hein, bien sûr, encore une fois, il varie vraiment selon les entreprises. Donc, sur une entreprise typique, par exemple, de production, votre coût de revient, il va être composé de vos frais de structure, donc la location d'un local, tout ce qui est mobilier. Vous allez avoir également donc, la main-d'œuvre, vos coûts de matières premières, votre coût de l'énergie et vos coûts de transport, éventuellement. Donc, des frais de structure jusqu'à la partie transport, c'est ce qu'on appelle votre coût de revient. Ensuite, vous allez avoir un pavé qui s'appelle marge bénéficiaire. Donc là, c'est vraiment la marge auquel vous ne devez pas toucher. C'est celle qui va vous permettre vraiment d'assurer votre survie et de faire aussi ceux pour lesquels vous candidatez sur un appel d'offres. C'est pour gagner votre vie, c'est normal. Et ensuite, vous avez donc un pavé, donc marge de manœuvre du fournisseur. Alors, on appelle ça aussi la provision pour risque, la provision pour aléa. Voilà. Donc, si celle-ci n'est pas consommée, ça vous fait de la marge. D'accord? Donc, connaître et bien maîtriser en fait la construction de votre coût. Donc, c'est un exercice que chacun peut faire et je vous invite vraiment à le faire si vous ne l'avez pas fait. Ça vous permet en fait d'identifier et de maîtriser vos leviers de négociation. Parce que forcément, donc, il y a quand même beaucoup de procédures où les acheteurs peuvent revenir négocier. Et le fait de savoir un petit peu où vous en êtes et quelle est justement votre marge de manœuvre, va vous permettre de savoir jusqu'où vous pouvez aller et faire un geste dans les tarifs que vous proposez. Ça va également vous permettre de mieux comprendre
et négocier, le cas échéant, les formules de révision de prix que vous trouvez dans les marchés. Voilà, donc on y reviendra sur la fin de ce webinaire. J'ai une grosse partie sur les révisions de prix. Ça vous permet aussi d'identifier les éléments de structure qui pourraient être optimisés. Parce qu'au-delà de la réponse à l'appel d'offres, de bien connaître la construction de votre coût, ça vous permet de faire des ratios et de voir un peu si les différents postes de coûts sont équilibrés et si surtout ils répondent bien, ils sont le reflet de votre activité. Et enfin, ça vous permet d'afficher une transparence avec l'acheteur, parce que les acheteurs aiment bien savoir comment les fournisseurs construisent leurs coûts. On le verra juste après. Et donc, la transparence, c'est le début de la confiance. Voilà, tout simplement. Et donc, on a tout de suite une notion de partenariat, et c'est ce que je recherche aujourd'hui, les acheteurs. Donc, connaître votre coût, la structure de votre coût, ça permet aussi de mieux vous adapter en fonction de chaque situation, concurrentielle ou situation de monopole. Est-ce que vous vous inscrivez dans une stratégie de développement ou non? Est-ce que vous pratiquez, vous avez pratiqué des prix d'appel? Donc, tout ça, ça vous permet vraiment de mieux ajuster et de piloter, en fait, votre activité. Je me permets simplement, Tiffany, par rapport à cette notion de juste prix, n'hésitez pas également à vous renseigner sur le prix de vos concurrents. Vous pouvez aussi consulter les avis d'attribution des anciens marchés publics d'un acheteur qui vous intéresse. Et généralement, autour de vous, vous connaissez vos principaux concurrents. Donc, ça pourra aussi vous renseigner. Donc, vous tapez avis d'attribution, je ne sais pas moi, Metz Métropole, Ardennes Métropole, etc. Et vous trouvez les précédents avis d'attribution. Ça peut vous permettre aussi de savoir comment vous positionner par rapport à vos principaux concurrents. Voilà, simplement pour compléter, je recoupe mon micro. C'est très juste, merci. Alors, ensuite, on va continuer donc avec la complétude de l'offre financière. Qui, quand on ne l'a jamais fait, donc là je vois qu'il y avait 75% des personnes présentes qui n'ont jamais soumissionné, effectivement, c'est bien de décrypter un petit peu. Donc là, en fait, il y a 3 méthodes de chiffrage qui existent. On a le DPGF ou le CDPGF. Donc DPGF, c'est la décomposition des prix global et forfaitaire. Quand il y a le C avant, c'est le cadre de décomposition des prix global et forfaitaires. Voilà. On a le BPU, donc le bordereau de prix unitaire. Et on a le DQE, le détail quantitatif estimatif. Alors, donc, la DPGF, explication. Donc, elle est souvent utilisée en fait en marché de travaux, mais pas seulement. Elle suit habituellement la trame du cahier des charges. Elle est utilisée dans les marchés forfaitaires et elle permet à l'acheteur, en fait, justement, de bien vérifier la construction de votre prix. Elle vérifie également qu'il n'y a pas eu d'oubli dans le chiffrage, d'accord ? Identifier les postes à prix compétitif ou non et préparer la négociation, bien sûr. Donc, quand vous êtes acheteur et que vous avez plusieurs soumissionnaires qui répondent, vous allez simplement en fait, comparer les différents BPU. Et là, vous pouvez faire tout un tas d'analyses et de statistiques de négociation. Voilà. Et donc, il sert également aussi à chiffrer les avenants. Alors, je vous ai mis en fait un exemple de DPGF. Donc, sur un marché de travaux, parce que ça m'a semblé parlant, mais encore une fois, il n'y a pas que sur les marchés de travaux. Donc, vous allez par exemple avoir donc, la cage d'ascenseur. Là, le poste cage d'ascenseur, donc, il est composé de démolition préalable, de terrassement, de fondation, de radier, etc. Donc, l'acheteur, en fait, lui, il ne va pas forcément détailler la désignation, d'accord ? Ça va être souvent au fournisseur, en fait. C'est lui qui est sachant. C'est lui qui sait comment il va faire sa cage d'ascenseur. Donc, vous pouvez avoir des désignations qui sont déjà complétées par l'acheteur ou pas. Ça dépend encore une fois vraiment des marchés. Vous avez l'unité en fait de chiffrage. Donc, est-ce que c'est l'ensemble? Est-ce que c'est au mètre cube, au mètre carré, au mètre linéaire? La quantité, le prix unitaire. Et vous avez donc la colonne totale hors taxe qui est vraiment la multiplication de la colonne quantité fois le prix unitaire. Quand vous allez remplir vos décompositions de prix global et forfaitaire, un conseil, utilisez vraiment un tableur Excel pour bien vérifier les totaux et les sous-totaux. Encore une fois, pour en avoir vu de nombreux, Microsoft Word, c'est pas bon pour les tableaux. Excel, vraiment. Alors,
La DPGF, les risques et opportunités. Donc, la décomposition des prix, elle pratique les plus et les moins. C'est-à-dire qu'elle va permettre à l'acheteur de négocier les prestations en plus. Donc, voilà, je vous dis, alors je vais partir sur un exemple, ce sera plus parlant. Je ne sais pas, sur un marché de construction, finalement, on va vouloir rajouter 3 mètres sur la terrasse. Voilà, 3 mètres de long en plus. Donc, quand on va devoir chiffrer, forcément, ça va coûter plus au fournisseur. Et bien, en fait, on va prendre le mètre cube que ça représente ou le mètre linéaire. On va mettre 3 mètres en plus. On va venir multiplier par le prix. Et puis voilà, vous allez avoir en fait le montant tout de suite de l'avenant qui va vous être passé. Ou à l'inverse, si on retire des prestations, ça va être de la moins-value au niveau du chantier. D'accord ? En fait, la DPGF, c'est une sorte de palliatif à une définition de besoin imparfaite. Effectivement, il faut se mettre à la place aussi de l'acheteur. Il y a certaines prestations, notamment dans les travaux, que des fois, il est difficile de prévoir à l'avance. Hein, vous avez des aléas de chantier, ce genre de choses qui vous font que quand vous êtes acheteur, vous devez parfois faire évoluer un petit peu votre besoin. Donc, la DPGF est très pratique pour ça. En cas de modification du besoin, hein, donc on reste sur notre exemple voilà, d'une prestation qui vient s'ajouter. Si le cahier des charges, en fait, n'est pas clair, voilà, il y a un peu des fois un flou, on ne sait pas trop si c'est compris ou non dedans, vous avez 3 solutions. Soit vous avez un avenant de plus-value, donc là, c'est le meilleur cas pour vous. L'exemple que j'ai pris avant, voilà, 3 mètres de terrasse en plus, on va venir rajouter 3 fois le mètre linéaire, voilà, le prix est dans la décomposition des prix, c'est parfait. Soit l'acheteur, en fait, il va essayer de négocier. Hein, forcément, lui, il va dire que mais non, dans le cahier des charges, tout était déjà inclus. Voilà, si, c'est sous-entendu, mais si, c'était inclus. Ben, vous allez tirer un peu la couverture de votre côté. Vous allez dire, bah non, c'était pas inclus. Voilà, les 3 mètres, il faut les rajouter. Donc, il y aura vraiment une négociation là. Hein. Et la troisième solution, l'acheteur va tenter de trouver des moins-values. C'est-à-dire que là, il va vous donner raison, par exemple, effectivement, voilà. Il faut vous payer en plus, mais il va essayer du coup de limiter l'augmentation du prix global du marché. Hein. Donc pour rappel, c'est maximum 15% pour les marchés de travaux et de 10% pour les marchés de fourniture et de services. Donc il va vous accorder cette augmentation-là parce que les 3 mètres de terrasse, il faut absolument les faire, mais du coup, il va essayer de diminuer d'autres postes, hein, de modifier d'autres postes à la baisse pour garder en fait l'équilibre financier du marché. Voilà, c'est une solution aussi. Ok, j'espère que j'ai été claire là-dessus. Alors, donc, maintenant, on va passer au BPU, donc le bordereau de prix unitaire. Donc, c'est un document contractuel qui fixe les prix unitaires de la prestation et les délais aussi, hein, le cas échéant. Vous avez plusieurs types de BPU qui existent, classiques ou pré-remplis. Ils sont souvent utilisés en marché à prix unitaire, donc vous allez les retrouver ou dans les accords cadres ou dans les marchés à bon de commande, beaucoup. L'acheteur, en fait, quand il aura un besoin, donc il va vous passer un bon de commande, il va actionner là où les lignes du BPU dont il aura besoin. Donc, il va faire le prix unitaire fois la quantité souhaitée sur la ligne XY. Et donc, la commande va découler automatiquement. Alors, ce qui est très important, c'est que dans les marchés à bon de commande, donc, quand vous faites un BPU, vous n'avez pas d'effet de volume assuré. Retenez bien cette information, c'est important. Vous n'aurez pas d'engagement minimum de commandes dans les achats publics. Ça, je n'ai jamais vu ça. Et enfin, le BPU, il peut parfois, quand il est peut-être mal élaboré, il peut constituer une difficulté de chiffrage de votre part parce qu'il ne contient pas forcément d'échelonnage par quantité. Je reste sur un exemple de la fourniture de visserie, hein, on va le voir après. Hein, les prix sont dégressifs en fonction des quantités. Donc, quand vous n'avez pas de dégressivité qui est indiquée, il peut y avoir difficulté pour vous de chiffrer. Donc, n'hésitez pas à questionner l'acheteur hein, ou établir un scénario en plus du BPU. D'accord ? On ne modifie jamais, que ce soit un DPGF et un BPU ou autre document. On complète toujours le cadre qui a été fixé. Si vous avez des informations à ajouter, vous les faites toujours en plus, en complément. D'accord ? On ne modifie jamais la structure du tableau qui vous a été communiqué. Ça peut être parfois, si vous tombez sur des acheteurs stricts, ça peut être une cause de non-conformité de l'offre.
Donc, je vous mets un exemple de PPU, donc toujours avec ma fourniture de vis. Voilà, donc vous avez le libellé, le conditionnement, le cas échéant, hein, et donc voilà, le prix pour une quantité de 1 à 500, de quantité de 1 à 500 à 1000, de 1000 à 5000 et plus de 5000, voilà. Et vous avez une colonne délai. Donc là, typiquement, pour moi, c'est un BPU qui est complet, qui est bien fait, puisqu'il laisse vraiment la liberté aux fournisseurs de compléter correctement voilà, vos prix. Ensuite, je vous ai mis un BPU de prestation de service ou prestation intellectuelle. Alors là, vous pouvez en fait faire intervenir, donc je vous ai mis un petit tableau à côté, parce que vous pouvez intervenir sur des taux, faire intervenir des personnels qui ont des taux horaires différents. Donc, souvent, par exemple, alors là, c'est l'exemple, voilà, assistance à la rédaction du dossier A. Donc là, vous allez faire intervenir, par exemple, en catégorie de main-d'œuvre, vous allez faire intervenir la catégorie de main-d'œuvre numéro 2, qui correspond à un ingénieur, d'accord? L'ingénieur, par exemple, c'est 90 € de l'heure. Donc, lui, il va passer, vous estimez qu'il va passer 6 heures à assister à la rédaction du dossier, fois un taux horaire de 90 €. Donc, vous allez avoir une prestation totale de 540 €, d'accord? Pour la fourniture du livrable voilà, X, vous allez faire intervenir 2 types de catégories de main-d'œuvre, donc catégorie 1 et catégorie 3. Donc, catégorie 1, la secrétaire à 30 € de l'heure. Catégorie 3, le chef de projet à 150 € de l'heure. Voilà, donc là, en fait, l'acheteur, il va interpréter comme quoi, sur la fourniture de ce livrable-là, la secrétaire aura passé peut-être 6 heures de travail dessus, d'accord, à un taux horaire de 30 € de l'heure. Et le chef de projet, qui lui, peut-être, va voilà, faire un travail de relecture, de vérification, de cohérence, ce genre de choses, il va uniquement passer 2 heures, mais par contre, c'est quelqu'un qui va prendre 150 € de l'heure. D'accord? Donc, voilà des exemples de constitution d'un BPU. Toujours utiliser, bien sûr, un tableur Excel pour bien vérifier ses totaux et sous-totaux. On avait une réaction aussi du côté du chat, de savoir quand peut-être les quantités étaient mal estimées, quand on avait parfois un cahier des charges qui était mal rédigé. Donc, Tiffany, je parle sous votre contrôle, hein, peut-être que la première étape, ça peut être d'aller questionner l'acheteur via l'onglet questions-réponses du profil acheteur. Et ensuite, en l'absence de réponse de la part de l'acheteur, de bien le préciser dans le mémoire technique, qu'on reste conforme à ce qui est demandé dans l'appel d'offres ou le cahier des charges, mais qu'on émet certaines réserves. Voilà, donc bien le préciser dans le mémoire technique. Tout à fait, Lise, tout à fait. Privilégier les questions-réponses, hein, c'est un temps auquel vous avez le droit. L'acheteur est tenu de vous répondre en plus rapidement. Et encore une fois, bien sûr, n'hésitez pas à fournir un complément au BPU si les quantités estimées par l'acheteur ne sont pas celles qui sont optimales ou qui vous permettent de proposer un prix optimal pour vous ou pour d'autres raisons. N'hésitez pas, voilà, vous complétez bien le BPU de l'acheteur avec les quantités qu'il a dit et ensuite vous ajoutez un complément en expliquant tout à fait votre démarche. C'est vraiment possible et je vous encourage parce que l'acheteur, quand il va voir ça, elle va peut-être se dire « Ah ben oui, effectivement, là, si j'augmente un petit peu mes quantités, je franchis une échelle de tarifs qui serait beaucoup plus intéressante pour moi. » Donc, voilà, il va peut-être aussi revoir sa copie, ça peut lui donner des idées. Donc, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Alors, également, donc ça va peut-être aussi aider à répondre à la question, le DQE, donc c'est le détail quantitatif estimatif. Donc, en fait, c'est simplement une hypothèse de consommation de l'acheteur. Hein. Il vient vous aider. Il ne peut pas être seul, d'accord? Il est obligatoirement en fait un complément au BPU qu'on vient de voir juste avant. Il permet à l'acheteur en fait de comparer les offres. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un document contractuel et ce n'est pas un document obligatoire, hein, mais surtout il n'est pas contractuel. Donc si le DQE vous fournit une hypothèse de consommation, prenez pas ça pour argent comptant, d'accord? Bien sûr, ça va vous donner une idée de ce que l'acheteur souhaite consommer, mais ça ne constitue en aucun cas un engagement de commande. Voilà, ne constitue pas un engagement de commande. Et alors attention, il peut être caché, c'est-à-dire non communiqué dans le DCE. Voilà, moi par exemple à l'époque, je ne fournissais pas les DQE. Quand je recevais les offres, voilà, je faisais mes hypothèses de consommation et ça me permettait en fait de dimensionner le montant total de mon marché et de voir à peu près, voilà, en fonction des scénarios que j'avais,
combien j'en aurais sur la totalité du marché. Mais je ne le communiquais pas. Voilà. Attention à la bonne cohérence quand il y a un DQE. J'ai pu le constater quand même une fois ou deux. Mettez bien les bons prix, assurez la bonne cohérence des informations que vous mettez dans le BPU et dans le DQE. Des fois, il y a des erreurs et il n'y a pas les mêmes prix unitaires dans l'un et dans l'autre pour une même référence. Donc là, attention danger, ça amène un questionnement de l'acheteur, c'est pas clair, et voilà, tout ce qui amène questionnement de l'acheteur et qui n'est pas clair, c'est pas favorable pour vous. Très bien. Peut-être juste avant de passer sur la troisième partie du contexte inflationniste, s'il y a des questions, voilà, sur BPU, DQE. C'est une question sur le document contractuel. C'est quoi un document contractuel? J'étais en train de répondre par écrit, mais si vous voulez répondre directement à l'oral, ce sera peut-être plus simple. Alors, le document contractuel, c'est vraiment celui en fait qui va s'inscrire vraiment dans le contrat. Ça va être une annexe au contrat. Typiquement, le bordereau de prix unitaire ou la DPGF, ça va être une annexe au contrat. Si litige il y a ou discussion il doit y avoir avec l'acheteur public, c'est un document sur lequel on va se référer. D'accord? Et on va partir à discuter sur cette base. Le DQE est un document constitutif de l'appel d'offres, en fait. Hein. Donc, on ne va pas du tout venir venir l'annexer au contrat. C'est vraiment, en fait, pour donner une idée voilà, des consommations et pour aider l'acheteur à mieux, en fait, analyser l'offre et à dimensionner le montant global du marché qu'il aura. Si je peux vulgariser un peu, on va dire des documents un peu descriptifs et on a des documents contractuels. C'est les documents qui vous engagent. Vous êtes tenu par le contenu de ce que vous mettez dans ces documents-là. Si jamais à un moment au niveau de l'exécution, il y a un décalage, on pourra vous opposer ce document-là en disant « Attention, vous vous étiez engagé sur ces quantités, ce prix, etc. » Donc, bien savoir quels sont les documents contractuels. Voilà. Okay. Merci Lise. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux passer à la suite? Ça me semble OK. Il y a quelqu'un qui est en train de taper, mais je me permettrai de vous interrompre. D'accord. Voilà, vous pouvez avancer, je pense. Alors, donc en attendant, on avance. Maintenant, des leviers d'optimisation et des points de vigilance, voilà, des trucs et astuces sur le contexte inflationniste. Alors, en préambule, un rapide rappel alors contextuel et juridique aussi, parce que c'est important que vous ayez quand même des notions juridiques. Alors, le contexte de crise, on rappelle rapidement, il est aujourd'hui lié principalement donc, aux arrêts de production des fournisseurs de matières premières qui ont fait suite donc, à la pandémie du Covid en 2020, auxquels viennent s'ajouter la reprise de l'activité économique qui avait quand même eu lieu au second semestre 2020, et en plus de ça, donc une demande asiatique qui est encore même très soutenue. Donc on assiste à un décalage entre la reprise de la demande et les capacités de l'offre voilà, qui a été faite. Un des exemples très parlants, c'est les tuiles, par exemple, pour les couvreurs. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des tuiles. Donc typiquement, voilà, on est là-dedans. Le 29 septembre, donc très récemment, il y a moins de 15 jours, il y a une circulaire en fait qui est parue où la première ministre, donc Elisabeth Borne, a demandé expressément à tous ses ministères ainsi qu'aux préfets pour donc répercuter ça sur les acheteurs publics, à assouplir les conditions d'exécution et de modification des contrats de la commande publique dans ce contexte justement inflationniste pour aider les entreprises et de ne pas les mettre en difficulté. Donc, il y a quelque chose de très officiel qui est paru il n'y a pas longtemps. Donc, concrètement, en fait, ça se traduit par quoi? Ça se traduit maintenant par l'obligation absolue de prévoir des clauses de révision de prix dans tous les marchés. D'accord? Assouplir les modifications des conditions financières et de la durée des contrats, donc en cas de difficulté. À appliquer donc la théorie de l'imprévision avec le versement d'une éventuelle indemnité au concontractant. Donc, la théorie de l'imprévision, c'est le fait de dire, voilà, il y a un événement extérieur
qui est survenu, qui ne pouvait être prévu au moment où on a fait les offres financières et qui aujourd'hui en fait remet en cause, remet en danger l'équilibre financier de l'offre financière en fait du fournisseur. Voilà, donc ça oblige les parties à se mettre autour de la table et à revaloriser en fait le montant que vous aviez fait dans vos offres. Concrètement, c'est aussi la possibilité de résilier le contrat faute d'accord donc sur les conditions de poursuite. Donc, si vous ne tombez pas d'accord, vous pouvez résilier. Ça gèle les pénalités contractuelles. Il y a une insertion systématique donc d'une clause de révision de prix. Oh, ben, je l'avais dit, pardon, je l'avais dit avant celui-là. Et donc aussi, donc, supprimer la clause butoir. La clause butoir, c'est quoi? C'est une clause qui était souvent insérée, qui permettait en fait de caper, donc en moins ou en plus, l'évolution des prix. C'est-à-dire que voilà, il disait si les prix augmentent de plus de 3% ou baissent de moins de plus de 3%, les parties en fait s'engagent voilà, à se revoir et à discuter. Donc ça, en fait, non, la révision de prix n'est plus cadrée. Et donc, tout ça, quand vous avez une difficulté ou une revalorisation à demander à l'acheteur public, donc je parle notamment en cas de la théorie de l'imprévision, hein, mais pas que, la preuve vous incombe. C'est à vous d'apporter des éléments de preuve à l'acheteur hein, pour lui montrer que vous êtes en difficulté. Encore une fois, le but d'un achat public, c'est pas du tout de mettre en difficulté les entreprises, bien au contraire, c'est de répondre à un besoin en dépensant les deniers publics, mais de la meilleure façon. Hein, donc avoir un juste prix, encore une fois. Et donc avoir un juste prix, ce n'est pas mettre l'entreprise en difficulté. Voilà, donc ça c'était un petit rappel juridique rapide, mais qui est très important, surtout en ce contexte. S'il n'y a pas de questions, du coup, je vais avancer. Donc, au niveau des leviers d'optimisation, donc on va voir les leviers que vous pouvez avoir sur la trésorerie, les leviers qui constituent la sous-traitance et les leviers que vous pouvez avoir sur la variation du prix. Alors, optimiser votre trésorerie. Vous avez plusieurs outils qui sont disponibles, qui existent. Donc, c'est déjà donc, les avances. On entend souvent parler des avances, des acomptes, mais voilà, concrètement, en fait, qu'est-ce que c'est? Donc, l'avance, c'est le versement d'une partie du montant du marché avant même que vous ayez commencé à travailler. C'est pas beau, ça. Voilà, donc, son but, hein, c'est de faciliter vraiment l'exécution des marchés publics hein, pour l'acheteur, en fait. Quand il déclenche les avances, c'est ça. Et c'est surtout assurer un accès égal à toutes les entreprises. Celles qui ont de la trésorerie, mais celles qui n'ont pas aussi spécialement de trésorerie. Donc, on ne veut pas, en fait, que, en mettant en place ce mécanisme d'avance, on veut vraiment faciliter l'accès, et même des tout-petits. Voilà, parce que c'est une des règles voilà, de la commande publique. L'avance doit être annoncée dès l'APC, donc l'avis d'appel public à la concurrence, hein, dès la publicité. C'est un mécanisme qui est dédié, par contre, donc au marché supérieur à 50 000 € et d'une durée supérieure à 2 mois. D'accord? Si vous ne remplissez pas ces conditions, il n'y a pas d'avance. Elle est versée donc, à T0 plus 30 jours maximum, alors T0 étant la date de notification du marché. Les sous-traitants, ils sont éligibles. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, ça peut être aussi intéressant à savoir. Si vous avez, j'en sais rien, 30% de la prestation qui est sous-traitée, le sous-traitant a droit à 30% de l'avance qui est versée. Elle se rembourse par déduction sur les factures. Et parce qu'on vous avance la trésorerie, mais à un moment donné, il va quand même falloir la rembourser. Donc, elle se déduit sur les factures. Ce qui est très important, c'est que le suivi de ce remboursement, entre guillemets, c'est de votre responsabilité. N'attendez pas à ce que ce soit l'acheteur qui vienne vous dire, au fait, sur la facture, vous avez oublié de... Non, l'acheteur, lui, il est passé à autre chose, il a d'autres appels d'offres à lancer, il a le marché à dérouler. Le suivi de ce remboursement, c'est de votre responsabilité. Et si l'acheteur n'a pas précisé de conditions de remboursement dans le contrat ou autre,
La règle, c'est que le remboursement va s'effectuer entre 65 et 80% du taux de réalisation de la prestation, de la facturation. D'accord? Donc, si pas de conditions fixées, vous avez entre 65 et maxi 80% de la réalisation de la prestation pour déduire des facturations. Hein. Donc, il y a une fenêtre de tir, il ne faut pas la louper. Donc, l'avantage de l'avance pour l'entreprise, hein, c'est bien sûr pas de recherche de préfinancement. Vous n'avez pas besoin d'aller voir la banque ou autre. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant pour l'acheteur public, c'est que les taux d'intérêt que vous pourriez avoir éventuellement en cas de recours auprès de la banque, vous n'allez pas les reverser sur l'offre financière que vous allez faire. Donc, c'est aussi un avantage pour l'acheteur public. Hein, c'est qu'il il va pas se récupérer le coût des intérêts dans le prix qu'il va payer. Et ça vous permet donc effectivement de conserver votre trésorerie ou une partie de votre trésorerie, hein, vous permettant de l'utiliser pour d'autres projets. Alors, très rapidement, un petit exemple. Un exemple sur des marchés inférieurs à 12 mois. Donc, l'avance, c'est entre 5 et 30% du montant du marché. Hein. Alors, petit rappel quand même, il n'y a pas très longtemps, on a eu un avis du Conseil d'État, mais qui n'est qu'un avis, qui incite les acheteurs publics à augmenter, à se rapprocher le plus possible des 30% du montant du marché au vu de la conjoncture actuelle. Voilà, donc, ça va vraiment dans le sens d'accompagner les entreprises. Hein. Pour un marché supérieur à 12 mois, on est toujours entre 5 et 30% du montant, mais avec une formule. Donc, c'est 12 fois le montant du marché, divisé par sa durée, en nombre de mois, fois, alors je vous ai pris l'exemple de 5%, hein, mais voilà, encore une fois, il peut être entre 5 et 30. Donc, sur l'exemple 1, sur un marché ordinaire, donc compris entre 2 et 12 mois, avec par exemple un montant à 150 000 € sur 6 mois, le montant de l'avance, ce sera 5% du montant total de 150 000, donc soit 7 500 €. Sur l'exemple 2, on a un marché donc supérieur à 12 mois, donc à 150 000 € TTC, voilà, qui va s'étaler sur 20 mois. Donc là, en fait, la formule, ce sera 12 fois le montant total du marché, divisé par sa durée, donc 20 mois, fois les 5%. Et donc là, effectivement, vous allez avoir donc, une avance de 4 500 €. OK? Donc c'est ces 4 500 €, par exemple, qu'il va falloir venir déduire au fur et à mesure de votre facturation. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'avance. Donc, l'acompte. Alors, l'acompte, c'est un premier versement sur l'achat ou sur une marchandise, ou sur une prestation de service. Donc là, vraiment, l'acompte, il va vous correspondre à un service fait, à une preuve de service fait. Typiquement, voilà, si vous avez des approvisionnements à lancer pour pouvoir assurer la prestation, vous allez fournir à l'acheteur le bon de commande que vous avez passé à votre propre fournisseur pour montrer patte blanche et dire voilà, j'ai lancé mes approvisionnements. Et donc là, l'acheteur va pouvoir, sur la preuve de ce service fait, vous verser l'acompte. Voilà. Bon, moi, à l'époque, je trouvais que c'était bien, par exemple, de mettre minimum 40% du montant d'un poste. Ça permettait de couvrir les approvisionnements. Encore une fois, voilà, c'est extrêmement variable en fonction du type de marché. Donc, l'avantage, effectivement, c'est diminue, voire annule l'impact sur votre trésorerie. Pour moi, c'est des mécanismes qui me semblent indispensables quand vous avez des approvisionnements longs, parce que quand vous mettez, par exemple, 6 mois à avoir des tuiles, on en parlait tout à l'heure, vous avez quand même une sortie de trésorerie qui est de 6 mois. Et puis ensuite, le temps après de faire la prestation, d'être payé par l'acheteur public, vous avez peut-être même 8 mois. Quoi. Donc voilà, pour tout ce qui est approvisionnement long, c'est particulièrement intéressant. Et donc, vous avez toujours cette conservation de trésorerie permettant l'utilisation pour d'autres projets. Voilà. Alors, une petite planche rapide sur Chorus Pro. Parce que optimiser sa trésorerie, ça passe aussi par la facturation. Chorus Pro, donc c'est une plateforme dématérialisée, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été mis en place donc, par l'État, qui permet de déposer et suivre en fait le traitement de votre facture. Donc, maintenant, dès que vous avez quelque chose à facturer avec les acheteurs publics, ça passe forcément par cette plateforme
Chorus Pro. D'accord? Donc, elle est sécurisée, transparente et elle est censée être simple d'utilisation. Elle est obligatoire depuis 2017 pour les grandes entreprises et puis plus récemment en 2020 pour les micro-entreprises. Alors, attention, dans Chorus Pro, il faut bien faire attention à l'importance des PV de réception. Des PV de réception, donc c'est des procès-verbales de réception, c'est eux qui vont faire foi et qui vont dire, en attendant que la facturation se fasse, que vous avez bel et bien réalisé la prestation en bonne et due forme, qu'elle est conforme. Voilà, donc le PV de réception est signé à la fois de vous, donc du fournisseur, mais aussi d'un représentant de l'acheteur public, le chargé d'affaires ou la personne qui suit les travaux, la prestation. Voilà, donc elle fait preuve, en fait, c'est la preuve que vous avez bien achevé la prestation, ou un morceau en tout cas de la prestation qui était prévu. Suite à la signature de ce PV de réception, vous allez pouvoir déclencher la facturation. Il est très important de bien rappeler les références du marché sur les factures que vous faites, que vous émettez, pardon. Donc, le numéro du marché, le numéro du poste concerné, voilà. Si tout va bien, qu'il n'y a pas eu de souci, bien respecter aussi les montants contractuels. Faites attention au centime près, voilà, qu'il n'y ait pas d'erreur. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en fait, Chorus Pro, quand il va, tout est dématérialisé et automatisé. Chorus, quand il va recevoir votre facture, en fait, il va faire ce qu'on appelle un matching. Donc, si tout correspond, pas de souci, votre facture va être traitée de manière automatisée et le paiement se fera d'autant plus rapidement. Si vous n'avez pas de matching entre la facture et le marché, par exemple une erreur sur la référence du marché, voilà, une faute de frappe, quoi, le traitement, en fait, il va passer en mode dérogatoire. Donc, c'est un mode plutôt manuel, d'accord ? Et donc là, ça peut vraiment allonger les délais de traitement. Voilà, il suffit que la personne soit en arrêt maladie ou j'en sais rien. Enfin voilà, vous connaissez toutes ces choses-là. Ça peut rallonger les délais. Voilà, donc c'est pas grand-chose, mais pensez-y parce que le fait de bien facturer, vous allez vraiment optimiser vos délais de paiement. Et optimisation des délais de paiement, voilà, ça favorise votre trésorerie et c'est bon pour vous. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur cette partie de trésorerie ou je peux passer du coup à la partie sous-traitance après? N'hésitez pas à me... Non, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'utilisent pas Chorus Pro puisqu'ils n'ont jamais répondu au marché public. Donc, on en rediscutera, on aura des formats dédiés pour découvrir Chorus, mais c'est déjà bien d'avoir en tête les bonnes pratiques pour être payé à temps. Voilà. Merci. Très bien. Alors, on enchaîne du coup, donc, optimiser la sous-traitance ou optimiser grâce à la sous-traitance. Faire appel à la sous-traitance, alors je ne sais pas si dans les gens qui sont là, je suppose qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes sous-traitants, mais là, je vais, voilà, j'ai ma présentation peut-être plus en m'adressant aux titulaires des marchés, mais voilà, ça vaut quand même pour les deux. Donc, faire appel à la sous-traitance permet déjà d'une part de se recentrer sur son cœur de métier, d'accord ? Et faire ce pourquoi on a créé son entreprise, ce pourquoi on est bon. Ça permet d'accéder à des marchés quand même grâce à des compétences spécifiques ou à des moyens dont dispose le sous-traitant et vous, non. Ça vous permet de répondre à des appels d'offres, même en cas de charges élevées. Voilà, donc se répartir la charge. L'union fait la force aussi, comme on dit. Alors, attention, parce que la sous-traitance totale est interdite. L'acheteur public vérifie quand vous déclarez des sous-traitants la part des prestations qui sont sous-traitées ou non. Donc, sous-traiter totalement, ça, c'est interdit. N'essayez même pas, vous n'irez pas au bout. Alors, là, on va faire juste une petite parenthèse, peut-être un petit peu financière. La sous-traitance, donc, c'est aussi un levier d'optimisation pour votre trésorerie. Alors, elle permet en fait à votre entreprise, elle vous permet d'augmenter donc, ce qu'on appelle vos OPEX. Alors, je vous ai mis en bas le terme anglais. C'est vos charges d'exploitation, c'est vos charges quotidiennes, d'accord ?
Et ça vous permet de diminuer vos CAPEX, donc c'est vos dépenses d'investissement. C'est des investissements long terme qui vont garantir une croissance à votre entreprise sur le long terme. D'accord ? Donc, ce qui peut s'avérer important en période de difficulté, de trésorerie ou de crise. Par exemple, voilà, en ce moment, les banques sont peut-être plus frileuses à prêter. Donc, c'est quelque chose qui va être intéressant pour vous. Je vous explique la planche d'après. On va prendre un exemple concret. Donc, un fleuriste qui souhaite proposer un service de livraison. D'accord ? Donc, lui, il va faire appel à un sous-traitant spécialisé pour son service de livraison. Ça va lui permettre, en fait, d'offrir à ses clients déjà un service de qualité. Quand on est fleuriste, on n'est pas livreur, spécialement. On n'est pas un pro de la logistique aussi. Ça va lui permettre aussi d'éviter d'investir dans un parc de véhicules. Ça va lui éviter de payer des salaires et les charges salariales sur des chauffeurs qui seraient donc obligés d'embaucher. Et ça va lui éviter aussi des mises aux normes ou des investissements pour la mise en norme, la réglementation, voilà, un local dédié, je ne sais quoi d'autre. OK ? Donc, tout ce qu'il aurait dû investir s'il n'avait pas fait appel à un sous-traitant spécialisé, donc toutes les dépenses d'investissement, on appelle ça, véhicules, parc machines, équipements de production, matériel informatique. Tout ça, en fait, il ne va pas avoir besoin de le faire. D'accord ? Donc, pas besoin d'emprunter. Donc, appel à un sous-traitant, très positif pour ça. Et ça lui permet aussi, du coup, de varier son offre de service et de s'insérer, de devenir encore plus fort sur son marché. Mais par contre, ce recours à la sous-traitance, ça va l'obliger à piloter son sous-traitant, d'accord, à le manager. Donc, ça va augmenter peut-être du coup ses dépenses quotidiennes, puisque piloter, manager un sous-traitant, c'est des frais de gestion supplémentaires, peut-être de la documentation, des factures, ce genre de choses, des déplacements, du temps consacré, des négociations, voilà. Donc, c'est en ce sens-là que ça va peut-être augmenter du coup vos OPEX, donc vos charges d'exploitation. À vous, après, de mesurer les pour et les contre, et l'importance aussi des augmentations ou de la diminution. Voilà. Moi, à titre personnel, je trouve que il y a beaucoup de choses positives à recourir à la sous-traitance. Alors, quelques rappels quand même. Donc, quand vous faites appel à un sous-traitant, dans le cadre d'un appel d'offres d'un marché public, il n'y a pas de lien contractuel entre l'acheteur public et votre sous-traitant. C'est vous, titulaire du marché, qui restez responsable de votre sous-traitant. Si celui-ci est défaillant, l'acheteur public, il n'ira pas discuter avec votre sous-traitant. Il va venir taper du poing sur la table, il va venir discuter avec vous. D'accord ? Donc, la sous-traitance n'exclut pas le contrôle, d'où le pilotage et le management de votre sous-traitant. D'accord ? J'en profite pour faire aussi une petite parenthèse par rapport au choix du sous-traitant. Parfois, on a ce qu'on appelle des clauses environnementales dans les marchés publics ou des clauses sociales. Et parfois, on ne répond pas à ces critères-là. Et donc, on se dit, je vais choisir un sous-traitant qui lui répond, qui va me permettre de répondre. Ça ne marche pas non plus parce que c'est vous qui êtes engagé vis-à-vis de l'acheteur public. Donc, l'acheteur ne va pas faire son choix en fonction des caractéristiques de votre sous-traitant, mais de vos caractéristiques à vous. Le lien se fait bien entre l'acheteur et vous, et pas entre l'acheteur et votre sous-traitant. Voilà, simplement pour faire un petit aparté, parce que c'est des questions qu'on a souvent. Alors, donc justement, en fait, quand vous faites appel à un sous-traitant, donc vous avez obligation de le déclarer via une demande d'agrément. Alors, soit au stade de la candidature, si vous savez d'ores et déjà que vous allez partir avec lui, donc c'est via le fameux formulaire DC4, ou vous le faites aussi un petit peu plus tard, vous pouvez le faire aussi au moment de l'offre, quand on est dans des appels d'offres restreints. Donc, vous avez d'abord une phase de candidature et une seconde phase d'offre pour les candidats qui ont été retenus justement. L'acheteur, en fait, doit justifier sa décision si jamais il vous refuse votre sous-traitant. Il doit la motiver, la justifier. Bon, c'est quelque chose qui, à mon sens, est assez rare. Alors, sauf bien sûr en cas des défaillances d'un sous-traitant. Mais à mon sens, c'est quand même quelque chose de rare puisque l'acheteur, lui, il va voir que vous, en tant que fournisseur, vous vous inscrivez dans une obligation de résultat.
Souvent, lui, l'acheteur, ce qui l'intéresse, c'est que sa prestation soit réalisée en temps voulu, dans les prix qui ont été convenus. Voilà. Après, votre façon de faire, votre façon de vous organiser, c'est vous, en tant que fournisseur, enfin, voilà, c'est vous le sachant. L'acheteur ne va pas vous expliquer comment vous devez travailler. D'accord? Donc, pour ça, c'est rare, mais en tout cas, s'il refuse le sous-traitant, il doit le justifier. Petite parenthèse rapide pour tout ce qui est marché de défense et sécurité, qui est une niche un petit peu spéciale. Mais voilà, là, sachez que l'acheteur, en fait, peut imposer le recours à la sous-traitance dans certains cas et il peut même imposer les modalités de recours à la sous-traitance. Je ne développerai pas davantage, voilà, mais ça existe. Alors, quelques conseils pour que ça se passe bien avec votre sous-traitant. Pérenniser les relations. Un sous-traitant, c'est un partenaire. Faites-en un partenaire. Mettez en place vraiment une confiance aussi avec lui parce que vous aurez chacun à y gagner. Et puis voilà, il y a un appel d'offres, il y en aura peut-être un deuxième, un troisième, un quatrième. Plus vous serez en partenariat avec votre sous-traitant et plus vous serez efficient dans votre réponse, efficient en termes de tarifs et efficient aussi dans l'exécution de vos prestations. Vous pouvez également aussi aller vers de la mutualisation de moyens, le cas échéant, donc avec vos sous-traitants. Vous pouvez mettre en place une mutualisation au niveau des matériels, ça peut être sur de la zone de stockage, sur des véhicules, enfin voilà. C'est travailler ensemble intelligemment pour optimiser les prix, c'est toujours souvent dans un objectif d'optimisation des coûts, et effectivement vous permettant du coup de faire des offres qui sont beaucoup plus compétitives sur les appels d'offres. Et donc, effectivement, manager et piloter votre sous-traitant, on ne le redira jamais assez. Alors, maintenant, par rapport au paiement du sous-traitant. Donc, le sous-traitant, en fait, il a le droit au paiement direct, sauf la sous-traitance de rang 2. Donc, la sous-traitance de rang 2, c'est le sous-traitant de votre propre sous-traitant. Donc là, non, voilà. Vraiment, ça s'arrête à sous-traitance de rang 1. Donc, il a le droit à être payé directement par l'acheteur public, votre sous-traitant. Il n'est pas obligé forcément de passer par vous qui ensuite le payez. Ça se fait à partir de 600 € TTC minimum. Il peut aussi déposer lui-même donc sa demande de paiement direct sur Chorus Pro. Mais ça, généralement, quand vous déclarez votre sous-traitant via le formulaire DC4 ou autre qu'on a vu avant, il y a un petit encadré sur le paiement direct de votre sous-traitant. Vous cochez oui, non. Voilà, si c'est oui, vous pouvez joindre le RIB. Voilà. Et donc, le sous-traitant peut bénéficier aussi des avances, comme je l'avais dit tout à l'heure. Alors, l'avantage pour l'entreprise, c'est que vous n'avez pas de sortie de trésorerie pour le sous-traitant. D'accord ? Vous avez la suppression des actes administratifs. Donc, quand il est en paiement direct, effectivement, c'est l'acheteur qui passe en direct avec lui. Vous, votre service comptabilité, en fait, voilà, c'est des factures en moins à traiter. Mais attention du coup à bien suivre la bonne exécution des prestations de votre sous-traitant. D'accord ? Encore une fois, le fait que votre sous-traitant soit payé directement, ça veut dire que le PV de réception est quand même un garde-fou, mais du coup, vous n'avez pas, vous, en tant que titulaire du marché, de visibilité sur le paiement de votre sous-traitant. Donc là, voilà, faut quand même assurer un suivi. Et encore une fois, toujours attention au bon formalisme des factures sur Chorus Pro. Voilà pour la sous-traitance. Maintenant, on va passer à tout ce qui est notion de révision du prix, donc qui sera le dernier volet de ma présentation. Alors, déjà, une différence entre l'actualisation du prix et la révision du prix. Il faut faire attention aux termes. Alors, l'actualisation du prix, elle permet en fait la revalorisation de votre prix au début de l'exécution du marché. Et elle aura lieu qu'une seule fois. Exemple, il y a un appel d'offres avec une procédure qui a duré particulièrement longtemps. En janvier, vous avez remis votre offre, vous avez fait vos prix, d'accord ? Et le marché ne sera signé qu'en septembre. Sauf qu'entre janvier et septembre, il y a eu une inflation, voilà, les prix ont augmenté, voilà, on actualise le prix pour commencer les prestations du bon pied, on va dire, à partir du mois de septembre. Donc voilà, donc là vous avez vraiment le T0, vous aviez fait votre prix,
à la contractualisation. D'accord? Entre-temps, l'exemple, voilà, ça avait pris 2%. Donc, vous êtes sûr en fait que vous allez commencer à travailler sur une juste rémunération. Ensuite, vous avez la révision de prix. Donc, la révision, elle permet de revaloriser vos prix au moment de l'envoi des situations de la facture pour tenir compte d'une évolution sur une période donnée. D'accord? Donc là, par exemple, vous allez avoir, non, ça va être plutôt intéressant hein, sur des marchés sur plusieurs années. Hein. D'accord? Donc, entre le prix de l'offre, donc toujours au mois de janvier, par exemple, et un an après, donc il y a eu ces fameux 2%, d'accord? Et ensuite, on va refaire encore une révision de prix entre l'année 1 et l'année 2. Voilà, donc là, vraiment, il va y avoir une notion de périodicité, contrairement à la notion d'actualisation. OK. Alors, la révision du prix, donc elle se fait sur les indices. Là, je vous ai mis alors vraiment un exemple. Donc, des indices que vous pouvez retrouver sur le site de l'INSEE, d'accord, sous forme de tableaux, sous forme de graphiques. Vous pouvez les extraire sur Excel. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Le site est quand même bien fait. Voilà. Donc là, typiquement, vous allez avoir, exemple, une production annuelle. Voilà, l'évolution en fait de votre indice sur une période donnée. Alors, le décryptage d'une formule de révision de prix. Parce que quand vous allez avoir votre marché, vous allez avoir une clause de révision de prix avec une formule qui va être proposée par l'acheteur. D'accord? Donc, cette formule se présente, alors c'est un exemple de formule, il peut y en avoir d'autres, hein, mais bon, moi je trouve que celui-ci, on le retrouve quand même assez régulièrement et elle est plutôt bien, elle couvre l'ensemble des choses. On va la décrypter ensemble. Donc, le P, c'est bien sûr donc, le nouveau prix hein, qui devra être payé par l'acheteur. P0, c'est le prix de référence ou prix d'origine. Hein, c'est le prix que vous avez fait par exemple dans votre offre. D'accord? On peut retrouver dans un BPU ou dans un DPGF. A, ça va être la part fixe. D'accord? C'est la part de votre prix qui ne sera pas révisée. D'accord? Ensuite, B, alors, on va pris par exemple, là, on va être sur la partie matière première. Hein. Donc, B, ça va être le coefficient que vous allez appliquer à la part matière première de votre prix. D'accord? M sur M0, ça va être en fait l'évolution de votre indice de matière première. Hein. Donc, M, les fractions, là, ce sont des indices. Hein. Ensuite, vous allez avoir la C, ça va être, par exemple, toute la partie, donc là, en orange, la partie salaire. Donc, C, c'est le coefficient que vous appliquez sur toute la part de la main-d'œuvre qui est appliquée dans votre prix. Hein. Donc, encore une fois, toute l'importance de connaître votre structure de prix. S divisé par S0, ça va être l'évolution de l'indice des salaires. Et donc, pareil, là en vert sur la partie biens et services, D, le coefficient. Et puis, BS divisé par B0, l'évolution sur la période donnée. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite et que je suis claire. Hop. Alors, sur la formule, donc les points de vigilance quand même à avoir. Donc, cette fameuse partie fixe A, donc qui est une partie qui permettra à l'acheteur de ne pas réviser la totalité de votre prix. Initialement, alors, elle est comprise entre 12,5 et 87,5%. Bon, globalement, l'acheteur, en fait, ne va pas descendre en dessous de 12,5%. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que cette part fixe, depuis la fameuse circulaire parue il y a une quinzaine de jours, cette part fixe, en fait, elle est supprimée. Donc ça, c'est très favorable pour vous, entreprise, puisque ça signifie que la totalité de votre prix va être révisable. Donc ça, c'est bien. Sinon, on ne sait jamais, en tout cas, si ça revient à la normale, je l'espère aussi, hein, d'un côté. En tout cas, quand vous avez une part fixe, il faut retenir que plus elle est petite et plus c'est avantageux pour vous. Attention aussi donc au bon dimensionnement des facteurs, hein, donc B, C, D, voilà, au coefficient que vous appliquez. Ça doit être vraiment, ça doit refléter vraiment la nature de la prestation, et la façon dont vous construisez votre coût. Je vous dis un exemple, 80% de votre prix, c'est de la matière première.
enfin de votre coût, pardon, c'est de la matière première. Bon, bah, faites attention à ce que là, le coefficient B soit le plus près possible des 80%. D'accord ? Hein, pareil, voilà, vous allez avoir sur les prestations de services, vous n'allez pas du tout avoir de coefficient dû aux matières premières, hein, quasiment pas. Par contre, faites attention à avoir un coefficient, par exemple sur les salaires, sur de la main-d'œuvre, qui est important, puisque c'est la quasi-totalité de votre coût, c'est les salaires. OK ? Attention également au choix des indices. Alors, normalement, l'acheteur fait ça bien, c'est-à-dire que quand il élabore sa formule de révision de prix, bah voilà, justement, sur un marché de prestations intellectuelles, bon, bah, il va mettre des indices correspondant à de la main-d'œuvre. Voilà, si vous êtes, vous avez un marché dans le secteur des industries électriques et mécaniques, voilà, l'acheteur, normalement, devrait vous sélectionner des indices qui correspondent. Donc, vérifiez quand même ça. Si il se peut parfois que l'acheteur se soit trompé ou que ça ne corresponde pas exactement, vous avez mieux, n'hésitez pas, soyez force de proposition. Hein, c'est des choses qui peuvent faire l'objet de négociations dans les marchés. Et enfin, et j'en terminerai là-dessus, attention à tout ce qui est part ferme, option, voilà, les tranches annuelles. Part ferme signifie bien que dans cette part, votre prix ne sera pas révisé. Typiquement, marché avec la première année ferme et les autres années sont optionnelles. La première année, vos prix ne seront pas révisés. Vous aurez le droit à une révision de prix à partir de la deuxième année. Voilà. J'en ai terminé du coup pour ma part. J'espère que j'ai pu répondre à pas mal des interrogations en tout cas que vous aviez. Je crois maintenant, Lise, que c'est le temps des questions-réponses. Oui, c'était très actif dans le chat. Il y avait pas mal de réactions. Donc, je sais pas, est-ce que certains souhaitent prendre la parole? On peut vous donner la parole si vous avez des réactions, des questions. N'hésitez pas. Hein. Comme on est un petit peu en retard, je vais redérouler le support qu'on avait prévu, mais n'hésitez pas. Hein, le but, c'est quand même que ce soit interactif. Donc voilà. En attendant, je me permets simplement de vous redonner nos coordonnées avec Cécilia. On est vraiment à votre disposition. Il faut nous voir un peu comme les portes d'entrée, hein, que ce soit pour les entreprises artisanales ou les acheteurs publics. Si vous avez une question, une interrogation, un souhait de formation, on anime des ateliers, on anime des webinaires. On va en reparler. Hein, voilà. Donc, Cécilia pour les Alsaciens et moi-même pour les autres. Simplement, voilà, pour vous... Alors, est-ce que ça passe? Oui, voilà. Pour vous parler du contexte dans lequel on intervient, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le Réseau Commande Publique Grand Est, qui rassemble différents acteurs du territoire autour d'un seul objectif, qui est vraiment de faciliter votre accès au marché public. On travaille avec différents outils, donc la plateforme Apogée, qui est un agrégateur de marché. Vous pouvez vous inscrire. Vous inscrivez quelques mots-clés, votre périmètre géographique de recherche, et ensuite vous êtes notifié par mail des marchés publics qui sont lancés, qui sont publiés et qui vous intéressent. Vous avez aussi le site du réseau Commande Publique Grand Est avec tout l'agenda de nos événements. Ouais, voilà. Super. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez télécharger le support parce que normalement, sur la plateforme, j'avais coché la petite case qui vous permet de télécharger en PDF le support. Donc normalement, dans le coin en haut à droite, vous devriez avoir un petit icône qui vous permet de télécharger le support. Si quelqu'un veut bien me confirmer, parce que vous pourrez, du coup, si c'est en PDF, cliquer directement sur le support pour accéder aux différents liens. On peut le télécharger. Bon, ben super. Ah, parfait. Parfait. Super. Je me permets du coup d'enchaîner sur notre agenda. Mince. On propose différents webinaires, donc sur ce même format, hein, notamment 2 webinaires sur Chorus Pro. Donc un premier le 15 novembre qui est vraiment focalisé sur les marchés de travaux et un deuxième webinaire qui est plus, on va dire, généraliste. Donc un en novembre, un en décembre. Je me permets aussi, parce que je sais qu'on a des artisans d'art qui sont avec nous aujourd'hui, le 3 novembre, on organise aussi un webinaire de décryptage d'un appel à projet de réaménagement de chambres d'hôtes qui a été lancé par la Villa Médicis. Voilà, donc si ça vous intéresse, je
je pourrais aussi vous envoyer le lien d'inscription. On propose aussi des événements de mise en relation, donc sous forme de petits rendez-vous individuels entre vous et un acheteur public. Souvent dans le cadre de salons professionnels, vous avez la possibilité de rencontrer 5, 6, 7 acheteurs publics sur une demi-journée. Donc, on en organise 3 là dans les mois à venir. Un à Chaumont le 5 décembre, un le 13 janvier à Schiltigheim, mais uniquement avec des acheteurs publics bailleurs sociaux. Et un le 24 janvier à Metz dans le cadre du salon Urbès. Donc là, j'ai créé un lien de préinscription. Vous cliquez dessus et vous pouvez indiquer les dates qui vous intéressent. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour vous expliquer un petit peu les modalités d'inscription. Alors, visiblement, ça ne fonctionne pas. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un mail je vous fais un mail là en début d'après-midi avec le support. Simplement pour introduire, après je vous relaisse la parole, Tiffany. Nous, avec Cécilia, on est 2 sur tout le Grand Est et on a une offre de service qui est assez large, qui est assez généraliste, mais on ne peut pas non plus aller dans le détail, vous accompagner, vous prendre par la main sur toutes les étapes. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait appel à Tiffany, parce qu'elle a une offre qui vous permet d'aller plus loin dans le détail, dans la veille, dans la gestion de votre contrat, l'exécution du marché. Donc, je vais lui laisser la parole, mais simplement pour vous expliquer un petit peu l'articulation. Nous, on est vraiment les portes d'entrée et on vous met en relation aussi avec les bons interlocuteurs. Et c'est pour ça qu'on a invité Tiffany aujourd'hui. Tiffany, je vous laisse peut-être… Merci. Oui, alors très rapidement, du coup, je vais repartager mon écran. Hop, voilà, donc pour ceux que ça pourrait intéresser, je ne sais pas si là, vous voyez bien. Du coup, donc, moi, je propose en fait des prestations qui sont à la carte et qui sont sur mesure, dédiées aux petites entreprises. Donc, je vais effectivement proposer de la veille, la détection d'appels d'offres. Je peux vous accompagner aussi pour tous les processus de réponse. L'analyse critique du dossier de candidature, d'offres. Je fais également tout ce qui est gestion du contrat, donc ce qu'on appelle le contract management. Donc je peux suivre aussi toute l'exécution d'un contrat pour vous. Je peux également aussi vous accompagner lors de toutes les négociations que vous pouvez avoir avec les acheteurs publics. Pour ce qui est marché de travaux également, tout ce qui est suivi, prévention en tout cas des réclamations. Je propose aussi des prestations de sourcing, d'accompagnement à la mise en place de partenariats via des conventions de groupement, ce genre de choses. Et je fais également des formations, des sensibilisations achats aux collaborateurs que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Donc, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Et même si vous avez des questions complémentaires ou qui vous reviennent a posteriori de ce webinaire, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Voilà, je me ferai un plaisir de vous accompagner, d'y répondre en tout cas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Tiffany. C'était très dense, très complet, très intéressant, mais assez accessible. Merci. Ça a suivi sur le chat, donc généralement, si ça suit sur le chat, c'est que ça fonctionne bien. Je me permettais juste de faire un petit aparté sur le mémoire technique parce qu'on a eu des questions sur ce sujet-là. Nous, à la Chambre de métier, on propose des ateliers de 2 heures sur le mémoire technique, que ce soit en Alsace, animé par Cécilia, ou sur le reste du territoire par moi-même. Je précise aussi que notre offre de service à Cécilia et à moi, elle est 100% prise en charge pour les entreprises artisanales. Normalement, c'est 0 contrepartie financière. Après, on n'a pas la prétention de proposer ce que Tiffany propose. Donc, tout dépend finalement de votre profil, d'où est-ce que vous en êtes. Donc, n'hésitez pas à contacter directement Tiffany ou à nous contacter nous. Et puis, en fonction de votre besoin, on n'hésitera pas non plus à vous remettre en relation avec Tiffany si besoin. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions sur l'offre de service de la Chambre, sur le contenu du webinaire, n'hésitez pas. Nous, on reste encore 5 minutes. Puis sinon, vous pouvez déjà vous déconnecter pour ceux qui ont faim.
Super. Donc, Cécilia, tu vas avoir un appel. Exactement. Tu vas avoir un premier appel. Et puis moi, je m'occupe de vous transmettre le support là cet après-midi. Oui. Et les différents liens d'inscription, y compris pour le webinaire Métier d'art le 3 novembre à 10h pour le décryptage de l'appel à projet Villa Médicis. Voilà. Bon. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose qu'on clôture le webinaire et puis voilà, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est vraiment à votre disposition, que ce soit l'équipe Chambre de métier ou Tiffany Magnier du cabinet Tima Consulting. Je clôture le webinaire, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à très vite. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, merci.